Fridtjof Schuon, perspective spirituelle et fait humain. Pensée et civilisation. Autre chose est la connaissance métaphysique, et autre chose est son actualisation dans le mental. Toute la science que le cerveau peut contenir n'est rien au regard de la vérité, bien que cette science soit une richesse incommensurable au point de vue humain. La connaissance métaphysique, elle, est comme un germe divin dans le cœur. Les pensées n'en sont que des lueurs infimes, l'empreinte de la lumière divine dans les ténèbres humaines, le passage de l'infini au fini, le contact entre l'absolu et le contingent. C'est tout le mystère de l'intellection, de la révélation, de l'avatara. Une preuve n'est pas convaincante parce qu'elle est absolue, car ceci, elle ne saurait l'être, mais parce qu'elle actualise dans l'esprit une évidence. Une preuve n'est possible qu'en fonction d'une connaissance préalable. Il faut tout l'artifice d'une pensée retranchée de son principe transcendant pour vouloir greffer une preuve sur un vide. C'est comme si on voulait chercher dans le temps l'origine de l'éternité. Il est injuste de rejeter une, entre guillemets, preuve de Dieu, pour la simple raison qu'on en ignore les prémices implicites et évidentes pour l'auteur de la preuve. Prouver l'absolu est soit la chose la plus facile, soit la chose la plus difficile, suivant les conditions intellectuelles du milieu. Il y a, corrélativement à toute preuve, un élément qui échappe au déterminisme de la simple logique et qui est soit une intuition, soit une grâce. Or, cet élément est tout. Dans l'ordre intellectuel, la preuve logique n'est qu'une cristallisation toute provisoire de l'intuition, dont les modalités sont incalculables en fonction de la complexité du réel. On peut assurément prouver toute vérité, mais toute preuve n'entre pas dans tous les esprits. Rien n'est plus arbitraire que de rejeter les preuves classiques de Dieu, car chacune est valable par rapport à un certain besoin de causalité. Ce besoin de causalité s'accroît, non en proportion de la connaissance, mais en proportion de l'ignorance. Pour le sage, chaque étoile, chaque fleur prouve métaphysiquement l'infini. Le progrès théologique, c'est préciser ce que les prédécesseurs n'avaient pas trouvé nécessaire de dire, ou limiter les choses à tel degré d'entendement. La scolastique, dans ce qu'elle a de limitatif, n'aurait pu naître sans une compréhension défectueuse des pères grecs. Il y a quelque chose d'analogue dans l'hérésie, qui enfonce avec fracas des portes ouvertes afin de mieux pouvoir dissimuler cet art fondamental. Mais ici, il ne s'agit plus de « vérité », ni de limitation dialectique, mais d'erreur tout court. Les esprits rationalisants ont la hantise des « pensées ». Ils voient les concepts, non les « choses », d'où leur critique manquée des doctrines inspirées et traditionnalistes. Ils ne voient ni les réalités dont parlent ces doctrines, ni les choses inexprimées qui vont de soi. Ils critiquent en juristes ce qui étonne leurs habitudes mentales. Ne pouvant pas atteindre « les choses », ils grignotent les mots. C'est le propre des philosophes d'objectiver leurs limitations. Une doctrine métaphysique, c'est l'incarnation mentale d'une vérité universelle. Un système philosophique, c'est l'essai rationnel de résoudre certaines questions qu'on se pose à soi-même. Un concept n'est un « problème qu'en fonction de telle ignorance. Pour atteindre la vérité, il faut réveiller en soi, si c'est possible, la faculté intellective, et non s'efforcer à « expliquer par la raison des réalités qu'on ne voit pas ». Or, la plupart des philosophies partent d'une sorte de cécité axiomatique, d'où leurs hypothèses, leurs calculs, leurs conclusions, toutes choses plus ou moins inconnues en métaphysique pure. La dialectique de celle-ci étant avant tout fondée sur l'analogie et le symbolisme. La philosophie ne se borne pas à « exposer en tenant compte du besoin de causalité de l'intellectif auquel la sagesse s'adresse normalement, mais elle veut « expliquer d'une façon quasi absolue, c'est-à-dire en visant un besoin de causalité disproportionné, artificiel et « profane, et en prenant ces explications extrinsèques pour des facteurs essentiels de la vérité. »
Elle objective ce qui n'est que subjectif, et elle entraîne la vérité dans ses propres effondrements. Il y a peu de cela, avec des différences éminentes de degré et de qualité dans toute pensée humaine, en raison de la disproportion entre le contenu et le contenant, et de la relativité de ce dernier. Vivre de pensée, c'est remplacer indéfiniment des concepts par d'autres concepts. Dans la ratiocination, les concepts s'usent sans jamais pouvoir être remplacés, sur ce plan, par quelque chose de meilleur. Rien n'est plus nocif que cette usure mentale d'une vérité. On dirait que les idées vraies se vengent de celui qui se borne à les penser. Celui dont l'être est trop exclusivement ancré dans la pensée, qui veut tout réaliser dans le mental et qui ne fait qu'épuiser des virtualités de connaissances, glisse finalement dans l'erreur, s'il ne s'y trouve pas déjà, comme la courbe ascendante d'un cercle se transmue imperceptiblement en courbe descendante. Malgré certaines fluctuations qui peuvent faire illusion, c'est là tout le drame de la philosophie. La pensée humaine est ouverte à toutes les tendances et à toutes les inspirations. L'homme peut penser même le dégoût et le néant. La virtuosité mentale qui joue indéfiniment avec des concepts sans pouvoir ni vouloir arriver à un résultat définitif n'a absolument rien à voir avec le génie spéculatif dont les formules apparaîtront d'ailleurs comme, entre guillemets, naïves à la dite virtuosité. Celle-ci s'oppose du reste à l'intuition intellectuelle comme Lucifer s'oppose à Dieu. Entre guillemets, l'esprit souffle où il veut. Entre parenthèses, spiritus ubi vuli spiral. Cela ne saurait signifier qu'ils doivent souffler partout. L'homme moderne collectionne des clés sans savoir ouvrir une porte. Sceptique, il se débat entre des concepts sans en soupçonner la valeur intrinsèque ni l'efficacité. Il, entre guillemets, classe des idées à la surface de la pensée et n'en, entre guillemets, réalise aucune en profondeur. Il se paie le luxe du désespoir, ce qui est bien la forme la plus paradoxale de la commodité. Il croit avoir fait des expériences, alors qu'il ne fait qu'éviter celles qui s'imposent, et qu'il n'a même pas la possibilité intellectuelle de les faire. Son expérience, c'est celle de l'enfant qui, s'étant brûlé, veut abolir le feu. La pensée contemplative est une, entre guillemets, vision. Elle n'est pas en, entre guillemets, action, comme la pensée passionnelle. Sa logique externe dépend de sa vision interne, tandis que, dans la pensée passionnelle, le processus logique est comme aveugle. Il ne, entre guillemets, décrit pas des réalités directement perçues, mais il, entre guillemets, construit des justifications mentales en fonction d'idées préconçues qui peuvent être vraies, mais qui sont, entre guillemets, acceptées plutôt que, entre guillemets, comprises. Le mot, entre guillemets, penseur implique que l'on attribue à la connaissance une activité individuelle, ce qui est significatif. Quant au, entre guillemets, contemplatif, il peut ne pas, entre guillemets, penser. L'acte de contemplation est principiel, ce qui signifie que son activité est dans son essence, non dans ses opérations. Le raisonnement ne saurait jouer, dans la connaissance, un rôle autre que celui de cause occasionnelle de l'intellection. Celle-ci intervient d'une manière subite et non continue ou progressive, dès que l'opération mentale, conditionnée à son tour par une intuition intellectuelle, possède la qualité qui en fait un symbole pur. Quand la chaleur produite par le frottement de deux morceaux de bois, ou par une lentille captant un rayon solaire, a atteint le degré précis qui est son point culminant, la flamme surgit subitement. De même de l'intellection. Dès que l'opération mentale est susceptible de fournir un support adéquat, se greffe instantanément sur ce support. C'est ainsi que l'intelligence humaine s'assimile sa propre essence universelle grâce à une sorte de réciprocité entre la pensée et la réalité. Le rationalisme cherchera au contraire, sur son propre plan, le point culminant du processus cognitif. Il cherche à, entre guillemets, résoudre la vérité métaphysique comme s'il avait là un problème à résoudre, ou encore, il cherche la vérité dans l'ordre des formulations mentales et rejette, a priori, la possibilité d'une connaissance accessible au-delà de ces formulations et échappant par conséquent, dans une certaine mesure tout au moins,
aux ressources du langage humain. Autant vaudrait chercher un mot qui soit entièrement ce qu'il désigne. C'est de cette contradiction de principe que découle l'incapacité, d'abord de fournir les formes mentales propres à véhiculer l'intuition intellectuelle et partant la vérité, car les questions mal posées n'appellent point la lumière, pas plus qu'elles n'en dérivent, et ensuite de percevoir les dimensions intellectuelles atteintes virtuellement par telle ou telle formulation, même défectueuse. Le rationalisme procède comme l'homme qui tenterait de dessiner le point géométrique en s'appliquant à le rendre aussi petit que possible, ou qui voudrait atteindre, sur un plan créé quelconque, une perfection absolue, en niant l'imperfection nécessaire de ce plan, d'une part, et la transcendance de la perfection pure, d'autre part. Or, une formulation doctrinale est parfaite, non point parce qu'elle épuise sur le plan de la logique mentale la vérité infinie, ce qui est impossible, mais parce qu'elle réalise une forme mentale susceptible de communiquer à celui qui est intellectuellement apte à le recevoir un rayon de cette vérité. C'est ce qui explique pourquoi les doctrines traditionnelles seront toujours, apparemment, entre guillemets, naïves, du moins au point de vue des hommes qui ne comprennent pas que la raison suffisante de la sagesse ne situe point sur le plan de son affirmation formelle, et qu'il n'y a aucune commune mesure et aucune continuité entre la pensée, dans les évolutions n'en somme toute qu'une valeur symbolique, et la vérité pure qui, elle, s'identifie à ce qui, entre guillemets, est, et qui de ce fait englobe celui qui pense. Une philosophie qui veut être une méthode et rien d'autre, qui ne propose que des moyens subjectifs et non des axiomes objectifs, se contredit a priori, car seuls des axiomes peuvent légitimer des moyens. La foi en tels moyens, entre guillemets, de recherche, n'est logiquement pas plus légitime que la foi en tel dogme. Dans les deux cas, tout dépend de l'intuition. Les facteurs qui la déclenchent ne se discutent pas. Les arguments de toute religion intrinsèquement orthodoxe sont absolument convaincants quand on se place dans l'ambiance voulue. En dehors de cette ambiance spirituelle, tout peut se discuter, car aucun argument n'est inattaquable du dehors. Il n'y a pas de forme absolue. Les philosophies de la connaissance font pratiquement fonction de religion. Et pourtant, elles ne sauraient résoudre la question de leur raison suffisante, ni celle de leur degré d'obligation. Pourquoi faut-il avoir la certitude absolue, si on connaît, ou croit connaître, le moyen de l'obtenir? Pourquoi le mettre en pratique? Seule la métaphysique traditionnelle répond à ces questions. Il y a, sans doute, des problèmes philosophiques actuels, mais il n'y a pas de besoin de causalité propre à notre temps, au point de rendre intelligibles ceux de nos pères. L'esprit humain ne change pas si vite dans ses fondements, même avec la meilleure ou la plus mauvaise volonté du monde. Dans nos arguments, nous nous adressons forcément à certaines constantes de l'intelligence, sans pouvoir tenir compte de tous les postulats, plus ou moins artificiels d'une pensée toujours changeante. Entre le rationalisme et l'existentialisme, il y a un rapport analogue, mais non identique, à celui qui existe entre le naturalisme artistique et le, entre guillemets, surréalisme. Ce dernier est inconcevable sans les erreurs naturalistes, et il est, bien que divergent par rapport au naturalisme, aussi loin que celui-ci du vrai symbolisme. Toutefois, il est possible en principe qu'une œuvre, entre guillemets, surréaliste rejoigne accidentellement l'art symbolique, exactement comme il peut arriver qu'une philosophie imaginative et expérimentale rejoigne en quelques points, comme par hasard, et avec une parfaite inconscience, la sagesse traditionnelle. Pratiquement, ces coïncidences n'ont aucune valeur. Dans la philosophie, pas plus que dans l'art. Aucune philosophie n'engendre la sainteté. Il n'y a pas de raison métaphysique ou cosmologique pour que l'intellection directe ne se produise pas exceptionnellement chez des hommes n'ayant aucun lien avec une sagesse révélée. Mais une exception, si elle confirme la règle, ne saurait certes pas la créer. Une intuition aussi juste, par exemple, que celle qui est au fond de la, entre guillemets, phénoménologie allemande, reste forcément fragmentaire, problématique et inopérante,
en l'absence de principe intellectuel objectif. Un accident ne remplace pas un principe, ni une aventure philosophique une sagesse réelle. En fait, nul n'a rien pu tirer de cette, entre guillemets, phénoménologie, au point de vue de la connaissance effective et intégrale, celle qui laboure et qui transforme l'âme. Une intuition vraie fût-elle fondamentale, ne saurait assumer une fonction définitive dans un mode de pensée aussi anarchique que la philosophie moderne. Elle sera toujours condamnée à n'être qu'une lueur inefficace dans l'histoire d'une pensée toute humaine, qui, précisément, ignore que la connaissance réelle n'a pas d'histoire. Toute erreur doctrinale s'accompagne d'une erreur psychologique à l'égard de ceux qui en sont indemnes. L'athéisme, par exemple, se prend volontiers pour un héroïsme moral. Il ne peut concevoir de théisme libre de toute faiblesse, de tout désir sentimental. Suspicion injuste, car on peut tout admettre par sentimentalité, l'inexistence de Dieu aussi bien que le contraire. Que l'homme ne puisse jamais dépasser le, entre guillemets, subjectif humain. Voilà bien l'hypothèse la plus gratuite et aussi la plus contradictoire qui soit. Qui donc définit cette, entre guillemets, subjectivité humaine comme telle? Si c'est également la subjectivité humaine, il n'y a pas de connaissance objective, donc pas de définition possible. Si c'est autre chose que cette subjectivité, il est évidemment faux de dire que l'homme ne peut la dépasser. Une définition n'a de valeur, de toute évidence, que par son objectivité, c'est-à-dire par l'absence d'erreur. Et d'autre part, on ne peut pas vouloir enfermer l'univers dans le, entre guillemets, subjectif humain, tout en admettant un point de vue se situant au-delà de ce subjectif, et pouvant par conséquent le définir. Le point de départ de l'existentialisme n'est pas l'existence, mais une certaine conception de l'existence. Les fourmis existent aussi, et elles ne sont pas existentialistes. Seule l'existence est absolument certaine, nous dira-t-on. Or, cette certitude n'est-elle pas précisément autre chose que l'existence? La certitude existe, et l'existence est certaine. Si l'existence est un contenu de la certitude, c'est que celle-ci a la priorité sur celle-là. Du moins, peut-on envisager les choses ainsi. Et cela suffit pour détruire l'axiome en question. L'existentialisme réduit partout la cause à l'effet, le principe à la manifestation, la réalité au fait. L'existence n'est autre, pour lui, que la somme des choses qui existent, ou plutôt qui existent physiquement, car il est loin de concevoir tous les ordres existants. Le génie d'un homme n'est pas autre chose, selon cette perspective, que la somme de ses œuvres. En bonne logique, on devrait conclure que l'intelligence, c'est la somme des pensées effectivement pensées et rien de plus. Dans une telle façon de voir, il n'y a plus aucune place pour la conception du possible. C'est la réduction systématique de toute réalité et de toute valeur, notamment aussi de toute valeur morale, aux faits bruts. Le monde n'a plus aucune homogénéité. Il n'est plus qu'un discontinu intelligible. C'est la sagesse de l'enfant qui a découvert que le règne végétal, c'est la tomate qu'il tient à la main. L'homme n'est bien souvent qu'un animal qui, comme par hasard, dispose d'un cerveau humain. La vache se rend bien compte à sa façon qu'elle existe et qu'elle broute où elle veut. Ce n'est pas difficile à dire en langage humain. Mais nul homme a osé, avant les existentialistes, ériger en sagesse cette constatation qu'il existe et qu'il est libre de choisir entre des pommes et des poires. Est-ce toujours, entre guillemets, l'homme qui choisit? Et qui est donc cet, entre guillemets, homme qui choisit? Où est sa limite, son centre? Si c'est l'homme qui se définit, quelle valeur objective peut avoir cette définition? Et s'il n'y a pas de valeur objective, pas de critères transcendants, pourquoi penser? S'il suffit d'être homme pour être dans le vrai, pourquoi vouloir réfuter des erreurs humaines? Quant à la, entre guillemets, liberté de l'homme, l'homme est-il libre de choisir que 2 et 2 font 4? Entre guillemets, l'homme qui se choisit lui-même? Pourquoi l'homme ne se choisit-il pas autre chose que ce qu'il est, que ce qu'il a été choisi? Un des travers les plus fâcheux de notre époque est la, entre guillemets, méthode historique, avec sa, entre guillemets, critique serrée des documents et son mépris systématique des sources relatant soit des faits miraculeux,
soit même des coïncidences exceptionnelles. Quand on nie le surnaturel, il n'est pas prudent de disserter sur des choses qui n'ont de sens que par lui, ni de s'occuper de la psychologie de ceux qui l'admettent. Les critiques négateurs du surnaturel appliquent une logique artificielle et méticuleuse à des choses qui leur échappent, a priori. Ce qui est évident leur paraît entre guillemets naïf. Ils remplacent l'intelligence par une sorte de ruse glaciale qui se repaît des négations et de paradoxes. Les théoriciens à tendance infrahumaine faussent notre réalité en la réduisant à un jeu artificiel d'alternatives mécaniques et en enfermant ainsi l'homme dans une sorte d'espace sans air et sans perspective. Ils ne comprennent rien, par exemple, à la morale religieuse, aux impondérables de sa vie interne, et ne font évidemment aucune part aux interfaces de supra-humain, à la vocation, à l'inspiration. D'après eux, la morale traditionnelle, comme leur propre système volontairement inhumain, fonctionne machinalement et en quelque sorte en dehors de Dieu. L'incorruptibilité virtuellement généreuse du suprahumain se trouve remplacée par l'implacabilité de l'humain. Le monde est transformé en une fatalité d'arthropode. Il ne suffit pas de croire en Dieu, il faut croire aussi au diable. De nos jours, le démon remplace la logique par une fausse psychologie, et la psychologie par une fausse logique. Quand à défaut de critères intellectuels, on s'engage dans la voie de la suspicion morale systématique. Il n'y a aucune raison de s'arrêter, car tout peut s'expliquer en fonction d'un goût moral. Le moralisme pur et simple permet toujours de prouver que le blanc est noir, et que 2 et 2 font 5. Il est d'autant plus irrémédiable qu'il projette une apparente homogénéité dans les faits, illusion qui le confirme dans son erreur. La suspicion n'est en effet jamais embarrassée pour prêter aux faits les plus disparates les mêmes intentions imaginaires. La nature même du psychologisme moral exclut les explications réelles, puisque celles-ci tombent à leur tour sous la même loi de suspicion qui rabaisse tout et qui est la fin de la vérité. Les conjectures psychologiques trahissent toujours, dans la mesure même où elles sont fausses, les défauts de leurs auteurs. Trop nombreux à notre époque sont les hommes qui, quand ils se réclament de, entre guillemets, l'objectivité, ne font que remplacer une sentimentalité par une autre. En fait, cette soi-disant, entre guillemets, objectivité n'est que de la sentimentalité molle et prétentieuse, et bien plus illusoire qu'une, entre guillemets, subjectivité transparente. La vraie objectivité n'oppose pas du froid à du chaud, mais transcende les deux. Elle s'oppose comme un vide à une fausse plénitude, chaude ou froide, ou comme un silence à une affirmation pesante et aveugle. Dans trop d'esprits, entre guillemets, l'objectivité n'est que l'incapacité de distinguer la vérité de l'erreur, ou la justice de l'injustice. L'indignation spontanée de l'homme de bien devant l'erreur ou l'injustice est prise pour un manque de, entre guillemets, objectivité. On oublie que la colère peut être un critère de véracité, donc d'impartialité. La, entre guillemets, subjectivité sentimentale, note de bas de page, qu'il ne faut confondre ni avec la subjectivité physique qui perçoit les phénomènes sensibles de telle ou telle façon, ni avec celle de l'intellect qui a telle conscience du réel. Retour au texte. Quand elle déprécie ce qui lui est contraire, se trahit moins par la colère que par la haine, par une avidité d'arguments quelconques, puis par un zèle systématique pour l'accusation et surtout aussi par un recours aux hypothèses psychologiques péjoratives. La justice, en revanche, est désintéressée par définition. Elle se contente de certitudes indispensables. Elle dédaigne les conjectures. La vérité, qui est sa racine, l'oblige à la sobriété et à une généreuse prudence. Une des plus grandes sources d'erreur, c'est de prendre le probable pour certain et l'improbable pour l'impossible. Intelligence contemplative, orthodoxie traditionnelle, inspiration divine, ce sont ces 3 éléments qui font la vérité doctrinale. Dans la philosophie moderne, rien ne garantit le caractère céleste de l'inspiration. Pour dire le moins, rien ne le rend probable. Même les réactions contre l'erreur risquent aussitôt d'être captées par l'erreur, ou plutôt
il est impossible qu'elle ne le soit point. Des penseurs du XIXe siècle, un Comte ou un Schopenhauer par exemple, peuvent paraître vieillots et démodés, un peu comme des peintres ou des dramaturges de la même époque. Mais les porte-paroles de la Philosophia Perennis, qu'ils aient écrits il y a 2000 ans ou qu'ils aient vécu aux confins de la Terre, auront toujours la fraîcheur et la parfaite, entre guillemets, actualité que confère la vérité exprimée avec intelligence. La sagesse réelle ne se fane point, pas plus que l'art réel. Le relativisme conceptualiste abolit la vérité pour mettre à sa place une aveugle et pesante pseudo-réalité biologique. Corruptio optimi pessima. Les institutions traditionnelles, la royauté par exemple, n'ont jamais manqué autant de, entre guillemets, qualité que dans ces derniers siècles, non par elles-mêmes, mais dans les mains des hommes et en tant que fait humain. Car les hommes n'ont jamais été plus faibles et par conséquent, ils n'ont jamais eu autant besoin de ces institutions que lorsqu'ils les ont abolies. Quand on parle de civilisation, on fait volontiers valoir tel aspect fragmentaire, soit en bien, soit en mal. On oublie que la civilisation chinoise n'est pas la déformation des pieds des femmes, et qu'un hôpital ou une route n'est pas une civilisation. Une civilisation est un monde, c'est-à-dire une totalité faite de compensations. Il n'y a pas d'organisme complexe sans quelques mots. La nature est là pour le prouver. La collectivité comme telle équivaut à un principe d'épaississement et de durcissement, d'où l'impossibilité, pour une collectivité quelconque, d'éviter les abus de droit légitimes. Les abus sont dans la nature humaine, surtout quand celle-ci s'affirme par une collectivité. Dans ce cas, certains abus deviennent habituels, quasiment normaux. Il n'existe pas de collectivité, fût-elle sacrée, qui ne commette quelques abus. Renoncer à la collectivité traditionnelle pour supprimer les abus, c'est renoncer à l'ordre social. C'est d'ailleurs, et de toute évidence, renoncer au meilleur pour le pire. Les droits qui, pour un individu isolé, sont défensifs, deviennent agressifs pour la collectivité. Il est impossible à la loi sacrée de changer les constantes de la nature humaine. Elle ne peut que les neutraliser, dans une mesure suffisante pour sauvegarder la vie spirituelle. Prendre la collectivité comme telle pour une norme intellectuelle, c'est l'étranglement progressif de l'intelligence. Cependant, la collectivité a avant tout le caractère d'un fait naturel indifférent, et par là même aussi celui d'un bien relatif. Elle peut se servir de véhicule passif à un vouloir divin, vox populi, vox dei, à condition d'être déterminée a priori par un tel vouloir, c'est-à-dire par une loi sacrée, mais elle n'est jamais un bien spirituel dans un sens direct. L'esprit est toujours en lutte avec elle, exactement comme l'intellect, dans l'homme, est en lutte avec l'ego. La masse peut véhiculer l'esprit dans ce qu'un a de sommaire, mais, à elle seule, elle se fait le porte-parole de tout ce qu'il y a d'infrahumain dans l'homme. Elle équivaut à la nature quantitative et aveugle, mais innocente au fond. En un certain sens extérieur, le grand mal social et politique de l'Occident est le machinisme. C'est la machine qui engendre le plus directement les grands maux dont souffre le monde actuel. La machine se caractérise, grosso modo, par l'utilisation du fer, du feu et des forces invisibles. Rien n'est plus chimérique que de parler de la sage utilisation des machines, de leur asservissement à l'esprit humain, car il est dans la nature du machinisme de réduire les hommes à l'esclavage et de les dévorer en entier, de ne leur laisser rien d'humain, rien de supra-animal, de supra-collectif. Le règne de la machine a suivi celui du fer, ou plutôt, il lui a donné son expression la plus sinistre. L'homme, qui a créé la machine, finit par devenir la créature de celle-ci. Il est encore un autre grand mal, voisin du premier, l'hygiène, non celle qui est plus ou moins naturelle à l'homme, mais l'hygiène scientifique, agressive et quasiment illimitée. Elle fournit aux machines des légions de victimes et transforme l'humanité en une nuée de sauterelles. L'homme moderne, voulant échapper à tous les maux, tombe finalement dans tous. Toutes les civilisations sont déchues,
mais les modes diffèrent. La déchéance orientale est passive, la déchéance occidentale active. La faute de l'Orient déchu, c'est qu'il ne pense plus. Celle de l'Occident déchu, qu'il pense trop et mal. L'Orient dort sur des vérités, l'Occident vit dans des erreurs. Note de bas de page. Par, entre guillemets, Occident, nous n'entendons point ici le christianisme traditionnel, mais le modernisme, entre guillemets, chrétien ou non, entre guillemets, l'Occident, comprend par conséquent aussi les Orientaux et autres Européens contaminés par la psychose du soi-disant progrès. Retour au texte. L'occidental est supérieur aux autres hommes sous le seul rapport du génie inventif. Or celui-ci n'est qu'une déviation conditionnée par l'humanisme et ses suites du génie créateur qui, lui, est commun à l'Occident et à l'Orient. L'Occident prouve sa grandeur par ses cathédrales, non par les machines ou d'autres inventions ne visant que des buts terrestres. Mais le seul critère décisif de la valeur humaine est l'attitude de l'homme à l'égard de l'absolu. Et sous ce rapport, le moins qu'on puisse dire est que l'Européen n'a aucune supériorité. Il ne faut du reste pas confondre le génie créateur, ni surtout le génie inventif, avec l'intelligence pure, ni avec la noblesse, bien entendu. La race noire n'a sans doute pas eu de Dante, ni de constructeur du Taj Mahal, mais elle a eu des saints. Note de bas de page. La race noire a eu certainement aussi de grands hommes de guerre et d'État, mais dont les noms, en l'absence d'une littérature écrite, sont soit restés des souvenirs locaux, soit tombés dans l'oubli. Retour au texte. Et c'est ce qui compte devant Dieu. D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les peuples à civilisation très, entre guillemets, différenciée et, entre guillemets, mentale, sont portés à sous-estimer certains modes d'intelligence dont ils n'ont pas l'habitude. Il y a plus d'intelligence dans les rythmes africains que dans la plupart des romans psychologiques. La liberté que garantissent les civilisations traditionnelles est qualitative et réaliste. La liberté quantitative et idéaliste des modernes implique par définition la liberté pour le mal, donc aussi celle d'abolir toute liberté. La charité part de la vérité que le prochain n'est point autre que moi-même, puisqu'il possède un ego, que devant Dieu, il n'est ni plus ni moins que je ne le suis, entre guillemets, moi-même, que ce qui est donné à, entre guillemets, l'autre, m'est donné à, entre guillemets, moi, que le prochain, lui aussi, est fait à l'image de Dieu, qu'il porte en lui la potentialité de la présence divine, et qu'il faut la vénérer en lui, que le bien fait au prochain nous purifie de l'illusion égoïste et nous en délivre virtuellement quand il est accompli en vue de Dieu. L'humanitarisme philosophique, éventuellement athée, part de l'erreur que l'homme et le bien-être terrestre représentent des valeurs absolues, que l'homme est bon par définition, qu'il n'existe donc pas d'homme foncièrement mauvais, qu'il n'y a pas de valeur incompatible avec le bien-être terrestre, que ce qui contredit l'individu humain et ses aises ne peut pas être un bien. La vraie charité peut être parfois contraire aux intérêts immédiats des hommes, et contraire aussi au bien-être terrestre. Nous entendons souvent dire qu'une critique est entre guillemets stérile, parce qu'elle n'implique pas de proposition entre guillemets constructive. C'est comme si, parce qu'on n'est pas en mesure de montrer à quelqu'un le bon chemin, on n'était pas en droit de lui dire qu'il marche vers un précipice. Ou encore, c'est comme si on nous interdisait de constater des taches dans le soleil, sous prétexte que nous ne pouvons pas créer un soleil sans taches. En fait, toute vérité est constructive par définition. L'erreur seule étant une destruction, détruire une destruction, c'est déjà construire.